Merci. Allez, bonjour chez vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. On se retrouve encore ce matin devant vos petits postes téléviseurs dans le cadre de ce grand rendez-vous habituel. Bossolo na politique, ce programme que vous aimez suivre du lundi au vendredi. Bossolo Télévision, la première chaîne au cœur des investigations. Et réel plaisir de recevoir ce matin, parce que l'invité était déjà annoncé. Il s'agit bien de Maître Georges Kapiamba, président de l'association congolaise Accès à la justice, ACAJ en sigle. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pour la première partie. Mais avant cela, voici les informations du jour. Nous sommes vendredi 28 juillet 2023. C'est aujourd'hui que le 9e jeu de la francophonie. Ce 9e jeu seront lancé à partir des 18h, les 9e jeux. Ne ratez pas ces grands rendez-vous de la haute facture. Le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même sera là. Et puis, j'ai vu l'engouement ce matin, un bon nombre de Congolais déjà se précipitent pour entrer au stade des martyrs, la sécurité assurée. Je pense que nous allons vivre un événement haut en couleur. Voici les informations du jour. On va démarrer avec monsieur Georges Kapiamba. Assassinat de Chéribin Okende, les trio Matata Katumbi. Sesanga exige la démission des deux juges de la Cour constitutionnelle. Kinshasa, réhabilitation des Godempo, les députés provinciaux annoncent la mise en place d'une commission. Les procès de Jean-Marc Kabound reprend le 7 août devant la Cour de cassation. Lutte contre la poliomyélite, plus de 23 millions d'enfants de 0 à 5 ans ciblés par la vaccination de juillet et août. Nord Kivu, un militaire rwandais impliqué dans la fraude à la frontière d'essai, Rwanda tué par un soldat à congolais. Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempo y met fin à l'intérim de Francis Chibalabala. Ituri, plus de 900 personnes tuées depuis janvier 2023, selon la MONUSCO. 9e jeu de la francophonie basket, la RDC domine le Tchad 97-17. Bounia, un militaire des FARDC condamné à mort pour mettre de 13 personnes à Tchonia. Avant-dernière information, coopération Sassou Kagame, la cage tire la sonnette d'alarme sur la stratégie des contournements et l'encerclement de la République démocratique du Congo par Kigali. On va en parler avec le président de la cage tout à l'heure. Maître de Chéribin Okende Katumbi Matata invite le président de la Cour constitutionnelle à démissionner. Merci beaucoup. Allez, Maître Georges Kapiamba, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de tout ce que vous avez à dénoncer la semaine dernière, l'affaire publication des différentes images sur place publique. On va parler sur patrouille financière. Exact. On va parler la mort, le meurtre de Chéribin Okende. On va parler sur la politique et d'autres actualités, d'autres questions de l'air. Mais on va récupérer aussi la lettre des 9 ambassadeurs des pays européens qui ont adressé un courrier à la ministre de la Justice. On va parler de la francophonie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette occasion voilà, qui m'a été offerte pour participer à cette émission célèbre. Voilà. Pour nous aussi, c'est un honneur. Merci. Un privilège en même temps. Vous avez laissé tout ce que vous avez comme occupation et venir répondre à cette invitation. Mes sincères félicitations puisque vous êtes les promoteurs. Merci. De cette chaîne. J'ai vu comment elle a commencé et c'est ma première fois de visiter les cadres. Je ne peux que vous adresser encore une fois mes sincères félicitations pour l'œuvre que vous avez réalisée. Et il faudrait que beaucoup d'autres Congolaises et Congolais se servent de vous comme une référence. Très bien. Question d'avoir la volonté, la détermination et les sacrifices. C'est possible d'y arriver. Alors, on va commencer avec la francophonie. 9e jeu de la francophonie. Exact. C'est ce soir à partir des 18h, je pense qu'on va lancé par monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi. Exact. Monsieur Georges Kapiamba, pour une première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Ouais. Finalement, le Congo, trop célébré 9e jeu. Il y a eu 40 pays où il fallait pas prendre part, mais déjà on a un nombre assez important. Il y a quelques pays qui ont désisté à la veille, mais la grande partie, je pense 95% des pays ont accepté d'arriver, puis finalement ils sont là. L'organisation, ça se passe d'une manière générale. À quelques heures, il y a lancement, il y a francophonie. Comment sentez-vous en tant que Congolais et sous quel angle vous voyez ces 9e jeux de la francophonie? Alors, déjà, depuis le matin, j'ai publié mon tweet pour
exalter ma joie, étant donné que ces Jeux constituent un moment fort pour la République démocratique du Congo, parce que les organiser, avec tous les problèmes auxquels le pays est confronté, principalement les problèmes sécuritaires, et réaliser les infrastructures que nous avons vues, et je viens de voir encore un reportage que vous avez réalisé. Je pense qu'il faut féliciter les Congolais, il faut féliciter les dirigeants congolais qui ont travaillé pour rendre réellement aujourd'hui vivable ces 9e Jeux de la francophonie. Et j'ai lancé mon appel à tous les jeunes francophones compétiteurs. Je leur ai adressé mes meilleurs souhaits, mes meilleurs vœux de succès et de profiter abondamment de ces Jeux pour partager l'esprit, les valeurs de solidarité, les valeurs de paix, parce que c'est ça aussi la francophonie. La langue française nous permet de nous retrouver à travers d'autres occasions, par exemple sportives, des activités culturelles qui sont prévues pour que ces jeunes se rapprochent davantage et construisent la paix et partagent aussi aux autres partie du monde ces valeurs de paix. Reconnaître les efforts du gouvernement congolais par rapport aux préparatifs de ce 9e Jet de la francophonie, est-ce que c'est un culte de personnalité ou c'est juste de l'honnêteté intellectuelle? Non, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Nous devons savoir dire que si le gouvernement a bien fait son travail, les féliciter, et lorsque ce n'est pas bien fait, nous devons aussi les dire, lui faire des propositions pour que les choses aillent de l'avant. J'ai toujours dit aux uns et aux autres qui m'adressent des fois même des remontances pour dire que vous n'avez rien dit sur X, Y, en rappelant qu'en tant que citoyen d'abord de la République démocratique du Congo et défenseur des droits de l'homme, mon travail n'est pas de me mettre matin et soir à vilipender le gouvernement, mais c'est de monitorer, d'observer les politiques qui sont développées par les gouvernements, leur mise en œuvre et les résultats lorsqu'il y en a. Et lorsqu'il n'y a pas de résultats, je suis obligé de m'adresser au gouvernement pour attirer son attention sur la qualité de sa politique et lui faire des propositions. Et donc, nous ne devons pas tout le temps penser que aider son pays, contribuer à l'émergence de son pays, c'est seulement rester dans la posture des critiques non constructives. Nous devons nous inscrire dans les critiques constructives qui veulent que, lorsque vous avez obtenu les résultats, les reconnaître publiquement, parce que c'est une manière aussi de reconnaître les mérites de ceux qui ont contribué à la réalisation de ces résultats et en faire une diffusion pour que ceux qui seront dans la même position des dirigeants demain après-demain puissent se servir des autres comme modèle, puissent se dire que voilà, lorsque les autres étaient en fonction, voilà de quelle manière ils ont travaillé, ils ont permis à notre État congolais de réaliser sa grandeur. Et donc, moi, je crois que le dire n'est pas versé dans une sorte de culte de personnalité. Non, non. Il faut savoir reconnaître les mérites des autres. À l'entame de cette émission, j'ai commencé d'abord par vous adresser mes sincères félicitations parce que, en tant que Congolais, réaliser l'œuvre dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui et qui constitue comme un vecteur de communication, mais aussi de formation des Congolaises et des Congolais, ça demandait. On a 30 stagiaires qui sont venus. Alors, voilà, et vous donnez du travail. Vous offrez un cadre à ces jeunes qui sont en formation académique de trouver au moins l'endroit où ils peuvent mettre en pratique la théorie qui leur a été donnée à l'université ou à la faculté. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous devons savoir reconnaître
les mérites des autres. Combattre les antivaleurs, faites la promotion ou faire la promotion des vraies valeurs. C'est ça la mission primordiale. Exact. Et aider notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques. Mais cependant, je voulais terminer par là. Comme vous l'avez mentionné dans votre reportage, les grands défis, il est de deux ordres. Premièrement, s'assurer que ces Jeux vont se dérouler dans de bonnes conditions du 28 juillet jusqu'au 10 août, au 6 août plutôt, mais qu'après les Jeux, comment est-ce que nous allons nous gérer toutes ces infrastructures, parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Ça devra faire l'objet au moins d'un débat aussi public, national, pour que chacun de nous donne son idée et que le gouvernement qui a en charge de prendre des décisions au nom du peuple congolais puisse les concrétiser et que nous voyons qu'en place on a mis une équipe des hommes et des femmes qui vont permettre à ces infrastructures d'être maintenues dans la salubrité, mais aussi qu'elles puissent servir à d'autres organisations ou à d'autres compétitions futures pour que notre jeunesse puisse avoir effectivement les lieux où elle devra s'épanouir. Alors, c'est ça, les grands défis après les 9e Jeux de la francophonie. Question de maintenance. Comment est-ce que nous allons nous comporter? La gérance pour voir comment nous pouvons pérenniser dans le temps toutes ces infrastructures que nous venons de gagner. Messieurs et dames, ça se passe, nous sommes au stade de Martyrs. Vous voyez, il y a de gêne, il y a de l'ambiance ce matin. Vous êtes sur la direction Willery. Il y a la police nationale congolaise déjà en place avec tous les autres services de sécurité du gouvernement de l'État congolais. Donc, vous voyez, il y a les parents qui arrivent avec les parents. Aujourd'hui, l'entrée est gratuite. Hein? Aujourd'hui, on ne paye pas. Absolument. Ce sont les jeux pour les Congolais, principalement pour les jeunes. Il fallait que le gouvernement prenne ce genre de mesures pour permettre aux jeunes, jusqu'aux tout petits, de pouvoir participer. Et ainsi, on va susciter davantage à ces jeunes de développer leur talent et les mettre aussi au service de la nation. L'équipe de Bossolo Télévision est sur place. Vous vivez déjà l'ambiance. Comme vous voyez, il y a de restaurants déjà à côté. Regardez, même ça, c'est l'entrée. Hein. Vous allez voir, pour le contrôle, il y a le checkpoint. Il y a des petits commerçants, de jeunes Congolais. Il y a aussi des fans des artistes musiciens. Des part et d'autre, déjà, les gens se préparent. Il y a la sécurité, il y a les secouristes. Toutes les équipes sont prêtes pour pouvoir nous donner ce dont nous avons besoin pour la réussite de cet événement. Ça va commencer à partir des 18h, le lancement officiel. Ça sont des ambulances. Il y en a eu au total plus de 40. Donc, regardez, il y a vraiment des terrasses VIP des part et d'autre. Alors, ne manquez pas cet événement, mais la retransmission, vous allez suivre ça sur Bossolo Télévision. Nous allons il y aura retransmission en direct, en temps réel sur Facebook, YouTube, mais aussi sur Canal+, Bozana Mboka, Tolobaba province, Bozana Bandundu, Bozana Maniema, Bozana Bukavu, Bozali na Ngandajika na Mweneditu. Vous suivez depuis Bikoro, Bozala Nabiso na Boga Irumu Komanda, vous êtes à Lubumbashi. Parce que même si on a la bonne foi, on n'amènera pas tout le Congolais au stade. Non, on a Bossolo, on a la téléphone na yo, on a Facebook, on a na YouTube ya Bossolo. Mais ceux qui posent la courant au Lingo la Nananda, Kotaka na 349, vous êtes sur Canal+, vous pouvez suivre 349, ça sera l'ambiance en direct, ou carrément vous pouvez aller sur TNT Canal 97, Bossolo va diffuser Naba Canonions pour vous permettre de vivre en direct l'événement d'aujourd'hui, un honneur pour la République démocratique du Congo. Alors pour ceux qui vous suivent pour la toute première fois, c'est ça. L'émission à Lingala, mais on reviendra de temps à autre en français, c'est parce qu'il y a des mondes qui... Exactement. Ouais. Alors, ceux qui vous suivent pour la première fois, bayokaka akage, mais bayebite musala ya akage ezali nini. Akage azaka na musala nini na Congo. Ezalaka ya l'État, ezalaka ya mutu, ezalaka na musala nini. Na mukuse akage ndenge yo moko lobelaki yango na présentation. Tozali association congolaise pour l'accès à la justice. Ezali lingomba ya bana mboka ya ba congolaise pe ba congolais, principalement ba juristes. Tokokisi d'ici le 9 septembre et le 12 septembre plutôt,
tokokisa 13 ans. Depuis que ACAJ ezali créé, ezali coexercer musala nango, ezali association ou ezali constituée na ba jeune, ba adulte, musala na biso ezali ko aider bana mboka pote ba droit na bango ezala respecté, mais aussi ko yebisa bana mboka ba devoir na biso vis-à-vis ya état na biso ezali nini, vis-à-vis ya monde ya humanité ezali nini. Voilà musala oyo biso toza kosala na bandeko na biso oyo bazali ba membre tilelo. Tozali na ba représentation na presque présence na toutes les 26 provinces ya mboka na biso. Tozali moi muke ko mettre en place programme ya ko installer bantenne dans les 145 territoires. Aussi to bandi déjà musala ngo tozo kende nango malembe de sorte que ba congolais nyonso n'importe où bakozala bazala au moins na interface na ACAJ. Bozala kaka na problème ya koyoka ko dénoncer ou bien bozo poursuivre pe bozo organiser ba action judiciaire pour na ko défendre bateau bazali ba pauvre. Est-ce que bozali pe na bozo salango en tant que avocat prodero ou bien bozo salango parce que consultation moza financière? Tozo salango premièrement musala biso ya liboso ezali ko sala promotion ya droit de l'homme, c'est-à-dire faire en sorte que eye bana diffusion batu baye kola baye ba qu'est-ce que c'est droit na biso, devoir na biso. De deux, tozo salape musala ya protection ko contribuer na protection. Na protection ezali ko sala ba par exemple banquette ko recevoir ba doléance ya batoyo bazali na ba moi problème ya ba droit na bango ko accompagner bango soit sur le plan administratif, soit sur le plan judiciaire. Tozo salape ba plaidoyer ezali activité principale ya musala na biso na ACAJ yango tozaka en interaction na bakonzi mboka ezala na gouvernement provincial na bato bazako kamba administration publique, service ya l'état ezala côté ya police, côté ya militaire, côté ya ba service de renseignement, justice n'en parlons pas. Donc voilà musala toza ko sala pona ko yebisa bango que voilà tozi par exemple ba doléance ya X et Y au sujet ya ba droit na ye à l'occasion il y a telle activité et sengeli botale lango bozi par exemple décision o ezali ko violer ba droit na ye bozongela na décision na bino bo rétablir ye na ba droit na ye. Et puis toza ko sala pe ba recherche en ezaka ba recherche à caractère scientifique sur par exemple organisation, fonctionnement, il y a institution. To sala kango, to sala ngo pe par exemple tozui ata institution mogoneti onatra. To sali recherche pendant 2-3 mois pour na koyeba ndenge nini institution ezali ko fonctionner, société ezali ko fonctionner, est-ce que ezali ko fonctionner conformément ya mibeko ya mboka, est-ce que ezali ko produire, est-ce qu'il n'y a pas de problème par exemple il y a corruption na kati. Est-ce que bakambio ya onatra baza ko respecter mibeko ya mboka? À la fin to sala rapport to salipe ba recommandation to ke kokutana na bakonzi yango ya onatra bakonzi ya likolo ya hiérarchie pona ko yebisa bango que voilà to sali musala biso ya contrôle citoyen, voilà constat o to sali, voilà les propositions ou bien ba recommandation oito adressé na bino pour que makambo est bonga et que les résultats pour lesquels société ango ezaki créé ou bien service ezaki créé et zala palpable. Alors to menganan ko zonga na ba dossier lokola champ na yo ezali ya ko défendre peu ba faible ko sala ba recommandation pour réconcilier les partis. C'est ça. Tout à l'heure makambo moko lobaki récemment moko azalaki moko ya ba conseiller à chef de l'État monsieur Fortina Biselele. Exact. Bakanki Biselele batindi la prison centrale ya Makala. Ake ovana na prison mikoleza penza mo ebele na makambo bazolandela ye Biselele nanu penza asambité. C'est ça. Nana sambité, je pense que batonion so tozo constater prison centrale ya Makala et salamaki pona
à peu près 1500 personnes bako za na kati il est dans les 12 000 personnes 13 000 personnes bato baleki ebele na kati okuta ba détenu bato bazana bango ba non condamné peut-être ça peut na ba ka bene ou eza penza na nzela te me ba bombi bato na kati yo lokola moto azotala makambo mibeko ozomona likambo ngo ndenge nini parce que bambula na bambula likambo ngo ezosila te kaka na likambo wana biselele lokola politique tango biselele azoluka bima na veille nango tomoni ba vidéo ya mutakala ya moto lokola oyo azalaki conseiller ataka ozali sous-premier ya chef de l'état te mais babimisi bolumbu na ye na miso ya bato namonaki ba mikanda namonaki be komela bino oyo bo condamné yango bo bandai ko reprocher exactement nini na likambo ya biselele et puis ba condition oyo bazo ko bomba bato na prison bino pour na bino akage bozo analyser yango ndenge nini d'abord ya liboso to banda na condition ya détention na ba prison na biso naza koyebisa yo que ça fait presque 3 ans o toza ko telemela makambo oyo ya ba condition ya détention na ba prison na biso toza ko tala après makambo oyo eza koleka na ba détention na ba cachot et puis ba cachot par exemple ya police nationale pe ba cachot ya service de sécurité parce que nyonso ezali na dénominateur commun ezali nini ko réduire ko limiter liberté ya mouvement ya bato naza koyebisa yo que ba condition ezala na ba prison na biso ezala na ba cachot ya police nationale pe ya service ya sécurité condition ezali trop préoccupante parce que non seulement que ba structure ou ezali conçu ezali pour le moment utilisé ezali mouké ezali ko permettre te ba détenir le nombre oyo biso tozanango ezala na ba prison ezala na prison ya Makala prison ya Ndolo toutes les autres prisons de la République ezala na ba cachot ya police nationale ou bien ba cachot ya service de sécurité tous ces lieux de détention ezali ko respecter te les conditions minimales ya ko détenir bato ndenge Nations Unies et si et bongisi et que la RDC asi andimeli yango ezala na kati ya constitution mboka na biso boyebi que la constitution dit clairement que nul ne peut être détenu dans des conditions oyo ekoki ko porter atteinte na conditions psychologiques physiques na ye ou bien oyo ba condition ekoki ko remettre en cause intégrité physique na ye donc ba condition inhumaine oyo bazali ko détenir pour le moment dans la plupart des lieux de détention infrahumaine tozali ko dénoncer ango presque chaque jour malheureusement il se fait que depuis plus ou moins 2 ans to sala ki pe enquête na biso to komela ki ba konzi ya gouvernement to constater premièrement que aucun effort n'a été fait pendant les 2 ans on a ko réhabiliter d'abord les lieux qui existent. Aucun effort n'a été concrétisé pour na kotonga ba lieu de détention yasika. Ce n'est pas normal qu'on considère aujourd'hui que les seuls lieux ya ko détenir batu il faut ezalaka ka prison ya Makala et puis prison ya Ndolo sans oublier prison il y a le Luzumu ça va quand même un peu mais là c'était la coopération. Il y a Union européenne, bangone basalisaki gouvernement na biso pour reconditionner, réhabiliter. Mais les prisons qui sont censées être entretenues ou réhabilitées par le gouvernement, il n'y a pas eu suffisamment d'efforts. Quand je parle de 2 ans, vous allez constater que même le palais de justice, pendant les 2 ans du gouvernement en place, aucun palais de justice n'a été construit. Moi encore réflexionner. On va nous parler du palais de justice de Goma. Mais ça, c'est la coopération de l'Union européenne qui a coûté plus ou moins 4 millions. Mais si avec la coopération, on a pu construire palais de justice à Goma, ça veut dire que le gouvernement, pendant 2 ans, pouvait en construire plus. Comment on n'a pas été en mesure d'en construire même pas un seul?
c'est vrai qu'on vient de lancer les travaux de la réhabilitation de la prison de Munzenze à Goma pour l'élargir, lui donner la capacité d'accueillir au moins 5000 personnes. Mais ce sont toujours des efforts qui sont consentis après autant d'années. Pourquoi avoir attendu? Donc, sur ce plan-là, Tozali ko sensibiliser encore une fois le gouvernement à Mbokanabiso va s'investir. Parce que c'est une obligation internationale d'aménager les lieux de détention. Et puis, il faut s'assurer que les lieux qui existent sont visités. Mais vous constatez malheureusement que le gouvernement est moins négligent vis-à-vis... Bien sûr. Oui, plus de 2 ans depuis que notre gouvernement, le gouvernement Samalukonde est là, on n'a pas vu un seul palais de justice qui a construit. C'est pas normal. Parce que déjà, tu parcourir même dans les PDL 145, le plan de reconstruction à la base de 145 territoires. Je n'ai pas vu un seul endroit où il est prévu pour construire les palais de justice. C'est vrai qu'il est prévu les bâtiments administratifs pour les territoires, les chefs, l'administrateur et les autres services, y compris les bureaux pour la police nationale et centres de santé, les écoles. Mais il n'est pas prévu de construire dans nos territoires, au chef-lieu des territoires, des palais de justice devant au moins servir des bureaux pour les parquets. Exactement. Mais aussi pour les magistrats sont dehors. Les magistrats sont dehors. Il est prévu, la loi dit qu'il doit y avoir dans chaque territoire au moins un tribunal de paix. Mais où est-ce qu'on va abriter les bureaux de ces tribunaux ainsi que leurs offices? Donc, il y a beaucoup d'efforts à fournir ce côté-là. Espérons que dans les mois à venir, et nous essayons de bousculer aussi pour que le gouvernement voie comment insérer dans les programmes PDL 145 au moins la construction, non seulement des palais de justice, mais il faut aussi construire les logements qui devront abriter les magistrats qui vont être envoyés là-bas. Sans oublier les directeurs de la prison, parce que quand vous avez un parquet, vous avez un tribunal, mais il faut penser aussi à une prison. Exactement. Ces gens-là, les gens qui vont être arrêtés, jugés et condamnés, il ne faudrait plus continuer à effectuer de longues distances pour les amener chercher les prisons où il faudrait aller les mettre pour purger leur peine. Sinon, on ne va pas résoudre. Alors, peut-être quel est votre point de vue quand Tshisekedi, président de la République, dit que du volet justice, parce que nous parlons de la justice avant de revenir, toujours un autre volet de justice avec dossier Bisselele, mais Tshisekedi, lors d'une sortie médiatique ici, Tshisekedi regrette son mandat du côté justice. Il dit que le 30 juin, il l'a dit. Alors, il y a un bilan négatif côté à justice. Mais nous sommes contents parce que le président de la République a repris au moins les plaintes, les observations qui sont développées presque chaque jour par nos organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi par les médias, comme aussi par d'autres citoyens qui sont soucieux de voir que notre justice accomplit réellement ses missions constitutionnelles, qui sont notamment de protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens, d'être un instrument à la portée de tous les citoyens, c'est-à-dire être accessible par tout le monde. Lorsque vous avez une justice qui coûte cher, comme aujourd'hui, quelqu'un vous voulez porter plainte, vous devez payer pour que la plainte soit enregistrée. À ce moment-là, il n'y a plus d'accès à la justice. Lorsque on ne sait pas installer effectivement des tribunaux de paix, des parquets près de ces tribunaux dans chaque territoire comme la loi l'a prévu, on ne rapproche pas la justice des justiciables. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'arrière-pays, vous allez constater qu'il y a des gens qui sont obligés de parcourir 200-300 kilomètres pour trouver les bureaux d'un magistrat, d'un inspecteur judiciaire. C'est un problème d'accès à la justice. Donc, le gouvernement doit le faire. Le gouvernement a quand même agi en soutenant les concours de nouveaux magistrats qui a permis au moins de recruter 5000. Et sur les 5000, 2500 venaient d'être nommés. Leur formation va commencer bientôt.
Maintenant, nous insistons, comme le président aussi l'a dit, nous l'avons toujours dit, les hommes et les femmes qui vont intégrer ces corps doivent trouver quand même un cadre approprié pour l'accomplissement de leurs devoirs. Mais ce cadre doit être réalisé, aménagé par qui? Par les gouvernements. De quelle manière? En donnant les moyens d'abord logistiques, c'est-à-dire il faut construire les palais de justice pour que les nouveaux puissent savoir l'endroit où ils peuvent travailler convenablement, avec dignité. Il faut les payer. Il faut améliorer les salaires ou la rémunération des magistrats ainsi que des agents, le personnel d'appoint. Mais il faut aussi travailler sur leur formation. La formation va commencer. Nous allons faire aussi notre monitoring pour que la formation puisse avoir comme focus l'éthique. Parce que ce qui est très important, on peut les payer $10 000, $20 000, mais si ces gens ne sont pas préparés suffisamment sur les valeurs d'éthique, ils vont avoir cet argent, ils vont poursuivre avec les pratiques, les antivaleurs, de corruption notamment. Donc il faudrait que la formation se focalise aussi principalement sur la mentalité. Il faudrait que les magistrats soient sensibilisés sur la noblesse d'abord de sa fonction. Il faut qu'ils sachent que ce ne sont pas des femmes et des hommes qui peuvent se retrouver n'importe où, qui peuvent aller danser n'importe où. Ce sont des gens sur qui repose l'espoir de toute la société, parce qu'en se disant, en cas de problème, je ne peux que recourir auprès d'eux pour trouver une solution. Mais s'ils se mêlent de tous les autres citoyens et participer à certaines activités qui sont de nature à suyer la fonction qu'ils vont porter, ça ne va pas permettre au pays d'avancer. Enfin, nous insistons sur le problème des moyens. Et nous sommes heureux d'avoir entendu le chef de l'État à l'occasion de la cérémonie de lancement de la formation des nouveaux magistrats, engager le gouvernement à donner les moyens, à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature pour donner les moyens. Mais s'agissant de la question des moyens, la CAGE, nous avons déjà écrit plusieurs fois. Nous disons au gouvernement qu'il faut respecter la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution dit que le pouvoir judiciaire, à l'instar de deux autres pouvoirs, est censé avoir une dotation financière autonome. C'est-à-dire que lorsqu'on vote les budgets, il faudrait que le gouvernement aligne les crédits budgétaires alloués au fonctionnement du pouvoir judiciaire sur une période au moins d'un trimestre, comme c'est fait avec les autres pouvoirs. Parce que quand vous prenez le Parlement, on leur alloue des crédits trimestriellement. Il faut le faire aussi pour le pouvoir judiciaire. Parce que maintenant, ils fonctionnent sous le mode d'établir des états de frais. Quand un magistrat est malade, il faut envoyer la demande. Et puis, cette demande connaît des coupes à plusieurs niveaux. On ne doit pas continuer de cette manière. Nous devons rentrer au prescrit de la Constitution. Leur allouer les crédits trimestriellement, le pouvoir judiciaire va leur permettre de bien travailler, répondre à leurs besoins. Mais aussi, à eux aussi, les magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature principalement. Nous nous cessons de rappeler qu'il y a d'autres sources de moyens financiers qui peuvent exploiter. À savoir, faire en sorte qu'ils fassent produire suffisamment de recettes judiciaires. C'est-à-dire les amendes transactionnelles, les frais d'exécution, tous les frais proportionnels, tout ce qui doit être payé pour la levée copie. Il faut qu'ils arrivent à rationaliser ces frais-là. L'État peut gagner beaucoup derrière ça. Non, mais non seulement l'État, parce que quand ces frais sont payés, parce que ce sont des frais à payer au compte des trésors, selon la loi de notre pays, ils ont droit à une rétrocession d'un pourcentage qui varie entre 5 et 15%. Et avec cet argent, ils pourront être en mesure
de résoudre d'autres problèmes sans attendre toujours ou penser ne vivre, ne fonctionner que sur base des seuls crédits budgétaires du gouvernement. Même payer des primes d'encouragement. Ils peuvent payer les primes d'encouragement, ils peuvent financer les formations, des mises à jour des magistrats, ils pourront résoudre les problèmes, par exemple, des soins médicaux des magistrats, ou intervenir en attendant que les frais de fonctionnement du gouvernement ne tombent sur leur compte bancaire. Prendre en charge aussi les finances. Mais, voilà, mais nous constatons tout simplement une sorte d'immobilisme de leur côté, un manque d'initiative. Heureusement, à la suite de ces pressions que nous faisons tous, nous venons d'apprendre qu'il y a au moins un mois qu'ils ont décidé de commencer finalement à réclamer auprès de la DGRAD, à s'organiser pour réclamer cette rétrocession, mais en commençant avec la CADECO. Mais nous disons que c'est insignifiant parce qu'il doit s'agir d'une décision de l'Assemblée générale du Conseil supérieur décrivant, au moins arrêtant les règles de collecte et de gestion. De définir le mode opératoire. Voilà, la répartition. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit des frais quand ils sont renvoyés ou les rétrocessions, que ces rétrocessions ne puissent bénéficier qu'aux grands de la structure judiciaire. Il faudrait que ça soit réparti jusqu'au niveau des tribunaux de paix. On va prendre un dossier Bisselele, la justice. Hein? La justice élève une nation. Nous devons y travailler. Nous devons vraiment beaucoup travailler. Il faut investir, il faut donner des moyens conséquents. Mais en même temps, il faudra aussi exiger de l'honnêteté de la part des magistrats, l'appareil judiciaire en général, pour nous donner les résultats, tenant compte du désirata de la population et ce que la nation attend de tout ce genre-là. Ce qui est plus important. Mais nous sommes les seuls pays au monde. À un moment donné, c'était l'humiliation. Le seul pays avec cet appareil judiciaire. Prenons même la police et le reste. Comment vous pouvez admettre un motoyer qu'au fond d'un motu? Aïe la police, aïe, pour asenga aide, bakende sali ça y est, il est en danger. Mais moto a porté plainte aide d'abord, bazo senga mbongo pour mbongo ya plainte naïe. On a pas enregistré plainte. Pour enregistrer plainte, il faut appeler ça mbongo. Police ou azo akoyo kayo akonditionné azana papier duplicateur, azo senga mbongo ya papier duplicateur, aso mbongo ya ram na stylo. Mais au-delà yangope bazo senga mbongo ya makolo. Pour pas longwa des points X vers le point Y. Pour nous déposer convocation. Alors, pour pas déposer, bazo senga mbongo ya makolo. C'est-à-dire, commissionnaire, azo senga mbongo ya makolo. Pour que nous talandako, la police ou le parquet, azo senga mbongo ya makolo, le la commissionnaire. Ça, c'est inadmissible. Il faut qu'il y ait ici là. Alors, pour revenir maintenant au dossier Bisselele. Allez, Bisselele. Il faut que, dans notre pays, nous arrivions finalement à comprendre que tout ceci fait partie du fonctionnement de l'État. Et que nous ne devons pas laisser certains dérapages de ce genre, ce qui s'est passé la veille de sa sortie de la prison. Il n'est pas acceptable que des agents de l'État, des fonctionnaires de l'État, qui sont payés avec l'argent du contribuable congolais pour que Bassala Moussala y a enquête, investigation, au besoin d'arrêter quelqu'un pour que Bassambi Saye. Et qu'à l'occasion, il y a Moussala Wana, parce que la loi vous reconnaît ma prérogative, notamment il y a qu'à saisir ma téléphone, qu'à crypter ma téléphone, ce qui beaucoup tina katia ba téléphone naïe. Des choses qui n'ont rien à voir avec les faits de l'enquête. Lui reprocher. Binobo bimisango, bo diffusango à travers les réseaux sociaux. Bisotoye ko telemela, to condamner Makambouana, to saisir le procureur général. Après, la cour de cassation. Pourquoi? Parce que tu constates que ça se répète. Oh, Etali, Fortuna, Bisselele, si vous vous rappelez, ce n'est qu'un dernier cas en date. Il y a eu au mois d'avril, rappelez-vous, au mois d'avril, le 9, il y a eu une descente d'un groupe d'OPJ et d'éléments de la police à une soirée privée dans les quartiers Grand Malik.
Angaliema. Place bato basalaki Basalaki, makambo na bango, soirée privée et tout ça. Bamekangi na kata chambre. Quand ils sont arrivés, ces agents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur téléphone, ils ont filmé tout le monde qui était là et ils ont imposé aux femmes, aux jeunes femmes qui étaient là, de se tenir pour être filmées dans leur état sans habit. Ils les ont filmés en les menaçant et le même jour, quelques temps après, ils ont diffusé ces images-là. Ça nous avait beaucoup choqués. Nous avions réclamé une enquête pour que ces personnes soient vite identifiées parce qu'elles sont connues à la police. C'est-à-dire au commissariat provincial de la ville de Kinshasa, ce sont des éléments de là qui ont été envoyés. Et les patrons de l'IPEKIN est connu. Ils doivent donner leur nom. On n'a jamais poursuivi ces gens. Sans oublier qu'à la même occasion, nous avons enregistré la mort de quelqu'un qui avait participé et dont la famille a rapporté que la personne avait été victime de coups et de tortures. De la part des agents de la police nationale. Mais ces gens devaient être arrêtés, jugés, condamnés de manière exemplaire. Cela n'a jamais été fait. C'est un problème. Deuxièmement, il n'y a pas longtemps nous avons suivi le procès sur le kidnapping. À l'occasion de ce procès, il y a eu une jeune femme, Eliane, qui a dénoncé lorsque le président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe lui a demandé quel est votre dernier mot. La dame a dit qu'elle dénonçait les agents de la police, de l'IPEKIN, commissariat provincial de Kinshasa, qu'il avait arrêté, surtout l'OPJ. Ils ont saisi ses téléphones et que sur ces téléphones, il y avait ces images personnelles et privées. Ces images ont été aussi diffusées dans les réseaux sociaux. Rien n'a été fait. Aucune action n'avait été prise immédiatement alors que le ministère public, qui est l'organe de la loi, était censé être saisi immédiatement, aurait dû ouvrir un dossier après l'audience pour poursuivre, entendre d'abord suffisamment Eliane, et puis poursuivre les OPJ ainsi que les éléments qui se sont comportés de la sorte pour qu'ils soient condamnés. Rien n'a été fait. Il est arrivé, il s'est réalisé aussi ce qui concerne Bisselele. Et là, ce sont des agents, parce que on sait tous qu'au mois de janvier, il a été arrêté à l'ANR, il était sous enquête de l'ANR, et ce sont les OPJ de l'ANR qui avaient saisi aussi ses téléphones. Et lui-même dit que ces images étaient sur ses téléphones. Il reconnaît que ce sont ces images. Mais c'était dans son téléphone. Dans les téléphones. Il ne les avait jamais diffusés. Ce sont des éléments, des objets privés. Mais comment expliquer que ces images aient été diffusées dans les réseaux sociaux? Voilà pourquoi nous avons dit on ne peut pas continuer comme ça. Parce que ce comportement est d'abord illégal. Alors, au-delà de cette dénonciation, est-ce qu'il y a-t-il des bases juridiques qui condamnent cette pratique? Il s'agit d'une atteinte à la vie privée de quelqu'un. Et quelqu'un peut faire la prison pour ça. Bien sûr. Il s'agit aussi de l'atteinte aux bonnes mœurs. C'est lui qui se permet de prendre ce genre d'images obscènes, les diffuse, les partage pour la consommation du public. Mais pour lui, les mœurs... Parce que nous savons que dans nos mœurs, ce genre d'images ne peuvent pas être partagées. C'est interdit. Donc, il s'agit déjà là des infractions. Mais ces images corrompent aussi l'éducation de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde. Il y a des enfants qui ont accès au téléphone, à tout ce qu'il y a comme aujourd'hui les outils, les services d'Internet. Ces enfants qui sont censés être protégés et les lois de notre pays interdisent notamment de diffuser à l'intention des enfants des images pornographiques. Parce que vous participez à polluer leur éducation, à les inciter
à reprendre les mêmes comportements, alors qu'à leur âge, cela n'est pas autorisé. Ça va les faire perdre, même dans leur cursus normal. Et donc, nous attendons jusqu'à ce jour que le procureur général, qui est souverain, puisse quand même lancer cette enquête. Mais nous avons insisté en disant, parce que les éléments de la police nationale congolaise sont mis en cause, et ceux aussi de l'ANR mêmement, nous lui avons proposé, parce qu'il faut proposer, qu'il puisse confier cette enquête à d'autres instances, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État qui ont la qualité d'OPJ ou d'enquêteurs, mais appartenant à d'autres services qu'au-delà, parce qu'ils risquent d'être à la fois juges et parties, et ils peuvent s'organiser pour étouffer cette enquête. Nous attendons d'ici la semaine prochaine. Espérons que tout ira mieux. Il faudrait que nous puissions tous nous mobiliser pour que demander au procureur général de lancer cette enquête. Cas. Il ne faut pas que ça se répète dans les jours à venir. Exact. Allez, on va changer de chapitre. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet. Je suis en train de rappeler, c'est aujourd'hui que ça sera le lancement, il sera fait le lancement officiel du 9e jeu de la francophonie dans le stade, l'ambiance, comment les équipes arrivent, comment le Congolais se mobilise pour être là, pour prendre part à ces grands événements de haute en couleur. Oui, au banda parti à 18h, mais déjà à partir de 14h, 15h ici, on va laisser toutes les portes ouvertes pour permettre au public un accès, mais au côté à Pambate, au-delà, il y a un badge, la sécurité, là, il faudra qu'on soit dans les bracelets, au bazar, ça comme pour t'identifier d'abord, parce que toujours il y a infiltré. Alors, attitude à prendre pendant cet événement, Congolais Nyonso a surveillé Moutaza Pembeninaye. Donc, si vous constatez des mouvements un peu suspects, il faut signaler. Tolobi texo au moni mouvement, au bani ko beta mutu. Tsoko moni mouvement malamuté, bagent de l'ordre bazali, il faut toujours qu'on faire par bango information, barota dans quelle mesure bakoki ko agir, mais c'est de l'ambiance. Bosolo télévision sur terrain pour vous faire vivre l'ambiance. Ba restaurant ezali ebele, na moni ba stand, ba kiosque eza ba VIP, ba sali place wana, l'entrée ezali, le chef de l'État lui-même sera là. Il y a une opération mixte parce qu'il y a les différents services de sécurité. Il y a l'ANR, nous avons vu la police, on appelle communément les bureaux D. Tomoni bato atende bazali, tomoni pe bato andenge na ndenge baza place wana. C'est là que nous attendons leur travail. Exactement. Au lieu d'être dans des arrêts, en train de tracasser pour tracasser ma chauffeur. Exactement comme il a dit. Bureau 2. Bureau D. Bureau D. Est-ce que bureau D aye banaka? Bureau D azo que nous kanga recevoir. Bureau de Ozokanga Mutuka. Ça, c'est inadmissible. Mais le nouveau commandant de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a interdit à tous ces gens-là d'opérer pour le moment jusqu'à nouvel ordre. Alors, on va prendre une petite pause. Ça va nous ramener pour la deuxième partie. On va récupérer la lettre des ambassadeurs. On va récupérer la francophonie. Pardon, la mort de Chéribert Okende. On va prendre patrouille de l'IGF et puis quelques actualités politiques pour terminer. Allez, en image, on va prendre les femmes du Bazouélé, apportent leur soutien à la sénatrice Carola Guito et invitent la justice à se saisir du dossier qui ternit l'image de la femme. Mais en même temps, le soldat Dombeo Petum Babi, élément indiscipliné de la force navale, auteur de meurtre de 13 civils à Tchonia, dans la province de l'Ituri, condamné à la peine de mort. En image, on se retrouve après pour changer de chapitre. À tout à l'heure. Elles étaient rassemblées ce jeudi 27 juillet au palais de la justice de Kinshasa. Les femmes des différentes structures du parti Agir pour le Congo ont choisi ces jours pour soutenir l'une d'entre elles au sujet des moqueries et dénigrements de par certains individus avérés qui veulent ternir l'image de la femme politique congolaise, en l'occurrence Madame Carola Guito. Devant le palais de la justice, ces femmes composées majoritairement des ressortissantes de la province de Bazuélé ont fait une déclaration dans laquelle ces dernières invitent la justice congolaise à se saisir de cette affaire de sextable qui risquerait de saper l'image de cette femme politique congolaise. Nous les mamans et soutiens de Madame Aguito confirmons ces jours qu'une plainte vient d'être déposée au parquet général de la Gombe contre ces personnages funestes qui se cachent derrière leur téléphone. Nous avons foi en la justice
de notre pays. Nous exigeons qu'elle démantèle ces réseaux clandestins qui au quotidien sapent la dignité des femmes congolaises. Notre cause est juste et noble. C'est la cause de la valorisation de la femme. Femme comme mère, femme comme épouse, femme comme promesse d'avenir. Rappelons que cette déclaration intervient après une série de publications sur les réseaux sociaux ou des photos et vidéos compromettantes de la sénatrice Carole Aguito. La loi est dire, mais c'est la loi. On en sait un peu plus sur le procès d'un militaire indiscipliné de la force navale au terme du meurtre des 13 civils à Tchomia le 22 juillet 2023. Ndombe Upetumbebi vient d'être condamné à la peine de mort par le tribunal militaire garnison de l'Ituri siégeant en chambre foraine en matière répressive à Kasseni dans son audience de ce mercredi 27 juillet 2023. Il est soumis au paiement de plus d'1 million de dollars américains à la partie civile pour dommages causés aux familles de victimes. Le capitaine Massiala Matondo, chef hiérarchique du meurtrier, s'est vu acquitté par cette juridiction militaire, faute de preuves. Suivez un extrait du prononcé de ce jugement, lu par le lieutenant-colonel magistrat José Ndema. À la peine de 5 ans de service pénal principal pour l'infraction d'outrage à l'armée, à la peine de mort pour tentative de meurtre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Pour le prévenu Massiala Matondo Jean, prend acte du non-lieu à poursuite tel que réclamé par le ministère public et en effet ordonne sa libération immédiate. Ce verdict est salué par la notabilité locale. Je salue l'organisation du procès en procédure de flagrance en chambre des foraines tenue à Kasseni qui a abouti à la condamnation du militaire ayant commis le meurtre de 13 personnes et la tentative de 2 autres personnes. Cette condamnation soulage plus d'un compatriote et même son renvoi des FARDC également. Cependant, j'exige l'effectivité de la purge de la peine pour laquelle il est condamné et aussi le paiement des dommages et intérêts pour lesquels il est condamné à titre de dommages et intérêts. Et voilà, c'est de cette façon que nous attendons que notre justice, que notre État, que notre gouvernement puisse se comporter devant de telles situations. Rappelons que cet élément de la force navale sur le lac Albert avait de manière spectaculaire ouvert le feu sur le civil présent au lieu de deuil après l'enterrement de son enfant en son absence. Parmi les 13 civils tués figuraient malheureusement ses 2 propres enfants. Disons que depuis l'instauration de l'état de siège, plusieurs audiences ont été financées par la... Merci. Allez, on reprend l'antenne. On va prendre patrouille financière par l'IGF. Exact. On va parler d'abord de l'IGF. Georges Kapiamba, les Congolais, depuis un cours des comptes et Zongi Lisusu, c'est comme s'il y a une commis opérationnelle, déjà depuis 80, plus l'année 80. C'est-à-dire que Zonga Nango, Poto Kango Lisusu, moi valeur, le rôle IGF est acquis depuis Kala. Mais Moto Nango et Okani Namanda, Nengi Peto, Nengi cours de compte. Batubele, il y a une différence Nango. C'est comme s'il y a usurpation du pouvoir entre l'IGF et cours de compte. Non, il n'y a pas d'usurpation de pouvoir. Cour des comptes, ezali instance, il y a contrôle supérieur. Ezali au-dessus, il y a IGF. Ça veut tout simplement dire que ce qui IGF a bandi contrôle naïe et que par hasard, il s'est fait que Cour des comptes, Azaki déjà sur le même dossier, l'IGF Azali na obligation, il y a qu'on s'effacer au profit, il y a poursuite, il y a enquête, il y a Cour des comptes. Donc, ce qui Cour des comptes, à Banda qui contrôle et que c'est l'IGF qui a commencé et que par hasard, Cour des comptes a eu information que l'IGF a eu ça déjà contrôle, l'IGF il faut continuer. Parce que l'IGF y a Banda qui contrôle. Cour des comptes a osé là, les conclusions, il y a enquête, il y a IGF. Bon, ce cours de compte à Bandaki. Ce qui est à Bandaki et que IGF a bandi a eu information que Cour des comptes a ça déjà contrôle sur les mêmes aspects où on a IGF à se retirer. IGF n'a Cour de compte. Bazo s'est complété ou bien mon quoi dépendre de la moninga. Bazo s'est complété et zali ba institution totalement indépendante.
Très bien. On va revenir sur un dossier. Le projet à développement, il y a 145 territoires, ils allaient chiffrer à peu près dans 1,66 milliard de dollars. 66 millions. Hein? 66 millions. 1,66 millions exact. de dollars. Il y a fonds publics où ils allaient pour améliorer au moins 70 millions de Congolais en milieu rural. Ils allaient prévu soit 32,5% basés sous gestion. Il y a BSECO pour le moment. C'est ça. Alors, il y a une situation où tu connais Kalami Yawate, où c'est comme si BSECO a échappé à contrôle il y a IGF. IGF a contrôlé. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé au juste dans ce dossier? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a effectivement, nous avons constaté un malentendu, ce qui nous avait aussi beaucoup préoccupé. Nous avons dû au moins faire 2 déclarations publiques pour insister, appuyer le travail de l'IGF, parce que pour nous, il est clair, et ça c'est la compréhension aussi des Congolais, que l'argent du trésor public, qui est l'argent des Congolais, quand il est affecté à l'accomplissement d'un service, à la réalisation des ouvrages, tels que dans le cadre du PDL 145 territoires, l'IGF, la Cour des comptes, doivent se tenir aussi debout pour accompagner ce travail en faisant leur contrôle. Parce que ces institutions appartiennent à l'État congolais, sont au service du peuple congolais. De telle sorte que si on construit, on dit on a construit 800 écoles, c'est une bonne chose. Mais le peuple doit aussi savoir, doit être informé que ces 800 écoles ont été construites conformément au cahier des charges tel que décidé par le gouvernement suivant les spécifications, dimensionnement, tout ça, ça doit être vérifié. Et qui doit le vérifier? Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. Nous avons dans notre République des institutions qui sont dédiées qu'à faire ce travail-là. Au nom de nous tous, c'est l'IGF et la Cour des comptes. Et donc, lorsque l'une de ces institutions veut se mouvoir, se mettre en mouvement pour faire les contrôles au nom de l'État, au nom du peuple congolais, personne ne peut les résister. Surtout ceux qui ont la charge de rendre compte. Voilà pourquoi nous étions nous nous étions exprimés et nous avions lancé des messages interpellateurs à l'endroit des responsables de BSECO pour leur dire tout simplement que messieurs et dames, vous n'êtes que des mandataires, des gestionnaires. Ce que vous gérez l'argent là, c'est notre argent, c'est l'argent de nous, peuple congolais. Et l'IGF, comme Cour des comptes, ont la mission de contrôler pour nous rendre aussi compte, nous dire qu'effectivement, l'argent a été utilisé conformément aux règles de la bonne gestion ou de la bonne gouvernance. Il y a eu ces incompréhensions, mais avant-hier, le directeur général de BSECO a organisé une réunion, nous a invité certains médias, certains collègues de la société civile. Nous avons participé. Il nous a donné sa version des faits. Nous l'avons encouragé à continuer à collaborer étroitement avec l'IGF comme avec la Cour des comptes. Nous espérons que c'est ce qui va se faire. Parce que si vous êtes gestionnaire et que vous avez reçu l'argent de l'État et que vous voulez refuser le contrôle, ça veut dire que vous vous reprochez. Ça risque de vous exposer. Ça risque de vous faire au moins suspecter pour rien. Exactement. Alors que... tout doit se faire avec transparence. Ça doit se faire parce qu'il a aussi l'obligation de rendre compte. Et le compte un devoir de redevabilité. Il doit le faire lorsqu'une enquête est requise ou un contrôle est requis, notamment par l'IGF. Les discussions, les polémiques autour des textes CNPCP, ceci, cela, nous avons dit que le contrôle doit se faire. On ne peut pas empêcher un contrôle sous le seul prétexte que l'institution XY
n'est pas encore fonctionnel. Non, il y a des institutions qui ont comme mission traditionnelle faire les contrôles, et ces institutions doivent le faire, et les citoyens ont droit de savoir de quelle manière, par exemple, l'argent donné au BSECO a été utilisé, l'argent remis au PNUD a été utilisé, l'argent remis aussi au CFS a été utilisé. Il faut qu'il y ait des traçabilités. Absolument. Très bien. Absolument. Alors, par la même occasion, on parle de Mathias qui a été destitué. Mathias de Mbujimayi. Ah, il est de BSECO? Non, il n'est pas de BSECO. Je voulais parler parce qu'il y a Mathias, vous parlez du gouverneur. Je parlais du gouverneur parce qu'il y a eu un contrôle de l'IGF mais lui aussi aussi. nous a inquiétés. Je crois que ce que les députés provinciaux ont fait est une bonne chose et nous devons tous saluer. J'ai aussi aimé la réaction de jeunes, de jeunes de la Ligue, de son parti politique, de l'IDPS. J'ai suivi ça hier sur la RTNC, qui ont dit lui retirer la confiance. Ça a été fait aussi en Mbujimayi. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que les partis politiques, les groupements politiques, sachent que lorsque l'un d'eux qui a été élevé en dignité pour gérer un service, gérer les biens de l'État, lorsque il le fait en violant les règles de la loi, il doit être désavoué. Ces désaveux tombent à point nommé et c'est le comportement que nous attendons, que nous aimerions voir tout le temps se produire du côté des partis politiques lorsque un de vos cadres, un de vos membres qui a été responsabilisé pour aider à accomplir une mission d'intérêt général se méconduit, détourne, commet les actes de corruption ou qu'il y a des soupçons sérieux. Il ne faut pas commencer à passer, lorsqu'il est interpellé, commencer à passer dans des médias avec des déclarations de soutien comme nous les entendons. Non, on l'en veut parce qu'il n'est pas de tel territoire, il faut qu'on arrête avec cette mauvaise gestion des affaires de l'État. C'est un mauvais comportement. Nous ne pouvons pas vouloir ou dire, chanter tous les jours que nous, parti X, nous voulons les biens du peuple, nous voulons les changements, mais quand l'un de nous se méconduit et qu'il doit être entendu, vous commencez à passer encore dans les médias avec des déclarations fallacieuses de ce genre. Il ne faut pas tribaliser la gestion de l'État. L'infraction est individuelle. Lorsqu'il a commis des faits, il doit être poursuivi. Ceux qui sont cités dans des cas de détournement doivent aller rendre compte devant la justice. Cette affaire-là de commencer à vouloir tout politiser, nous disons que nous ne devons pas accepter et les citoyens congolais, les citoyennes congolaises, nous devons rejeter ce genre de comportement et les partis politiques qui s'affichent dans une pareille posture doivent être au moins désavoués, notamment à l'occasion des élections. Alors on va parler du processus électoral. Ce qu'il dit là est très important. Vous allez voir un gestionnaire de l'État voler de l'argent, il le fait seul. Quand il gère, il ne fait pas un rapport à sa base, il ne fait même pas rapport à la tribune ailleurs, ça la rapport dans la province. Mais le jour où les gars sont interpellés pour une gestion ou une gestion opaque, il veut tribaliser l'association culturelle. Nous, les ressortissants d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont là-bas? Ça doit s'arrêter. Il faut arrêter même ces associations-là. Parce qu'il faut décourager ces antivaleurs. Oui, parce que ces associations font l'apologie d'antivaleurs. Exactement. C'est ça. On ne peut pas admettre. Alors, processus électoral. Dans le processus, on va parler de tout. Ce qui va nous amener même à la mort des chérubins au Kende. Bon, parlons d'abord, on va arriver dans beaucoup de choses. Le processus électoral, d'une manière générale, quel est votre point de vue, votre analyse à ce jour par rapport à ce processus? Est-ce qu'ils ont aspiré confiance en ce jour, ces processus? Est-ce que les élections, c'est normal aujourd'hui qu'on tienne les élections dans le délai, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, où il faut évoquer cette question au CLC à Ibimisi, hypothèse, il y a crise politique en République démocratique du Congo. Il estime qu'il a eu une crise parce que parti Nyonso Bazali prenant Tenakati à processus, notamment les camps de Fayoulou et ses amis, Bazali d'accord, ils attendaient un audit du fichier externe. Il y a CENI, malheureusement, Kadima reste toujours serein par rapport à Audito et Salama qui déjà, Bazo trouvait raison à revenir là, on te basant la confiance d'Ango. Alors tout ça, on parle d'une crise politique et on donne des propositions
en disant qu'il faut aller au dialogue. Seul le dialogue sera la voie par laquelle payer Koki Kobima à travers pour éviter cette crise. Si on ne le fait pas, en tout cas, on ne va pas s'en sortir. Mais devant nous, il y a encore un défi des élections. Nous devons conditionner les élections avec ce dialogue, où il faut aller annuler les élections aujourd'hui, allons d'abord au dialogue et reporter à une date ultérieure, où il faut oublier le dialogue pour rester avec les élections. D'une manière générale, les processus électoraux. Alors, d'une manière générale, le processus électoral, quel est notre point de vue par rapport au déroulement du processus? Nous rappelons d'abord que nous sommes un état de droit démocratique. Le préambule de notre Constitution, le premier article de la Constitution, le répète. Ça veut tout simplement dire que nous devons fonctionner conformément aux règles que nous avons adoptées, qui sont en vigueur. Et s'agissant des règles, nous avons la Constitution qui impose un délai en ce qui concerne les mandats. Mandats électifs du président de la République, des députés nationaux, députés provinciaux. Et nous sommes conscients du fait que le mandat du président en fonction va prendre fin début du mois de janvier 2024. Et la Constitution a imposé un délai pendant lequel la centrale électorale est censée prendre des dispositions pour convoquer le corps électoral, afin d'éviter que le président en fonction ne puisse pas aller au-delà de son mandat, si ce n'est par un autre nouveau mandat. C'est la raison pour laquelle nous disons, étant légaliste, que l'organisation des élections, suivant les calendriers publiés par la CENI, doivent se réaliser dans les délais constitutionnels. Et nous pensons qu'il ne doit pas être encore l'occasion d'interrompre ces processus par une quelconque discussion. S'il y a des discussions qui doivent se faire, elles doivent se faire maintenant, de manière à ce que ces délais constitutionnels soient respectés. C'est ça notre point de vue. Il y a des gens qui expriment des inquiétudes, qui formulent des observations, c'est leur droit, c'est la démocratie, c'est l'état de droit démocratique. Ils doivent les faire triompher, ces revendications, les adresser aux personnes concernées, les faire maintenant de manière à obtenir éventuellement un gain de cause. Mais pas penser qu'il faudrait les faire tirer en longueur de manière à ce que le 20 décembre qu'il ne puisse pas y avoir d'élection. Pour ça, la CAJ, nous ne sommes pas disposés à soutenir pareil schéma. Allez, les 9 ambassadeurs. Mais par rapport aux élections, comme vous l'avez mentionné, nous avons exprimé notre inquiétude par rapport à ce que nous craignons incessamment comme conflit d'intérêts. À la suite du dépôt des candidatures à la députation nationale. C'est comme ça que nous avons adressé notre courrier aux membres de la plénière de la CENI en relevant ces faits, en les appelant au bon sens, à l'éthique électorale, en disant, s'il est vrai que dans leur serment, ils n'ont pas pris des engagements pour les frères, les enfants ou les amis, mais qu'ils tiennent compte principalement de l'éthique électorale. C'est une valeur importante qui, une fois respectée, ça va consolider la confiance entre les citoyens, les électeurs ou toutes les parties prenantes dans la centrale électorale. Qu'est-ce que vous dites par rapport au préalable que l'opposition pose aujourd'hui à la CENI? Ils ne peuvent pas aller aux élections s'il n'y a pas audit externe du fichier électoral. Je dois vous avouer que la CAJ, nous ne sommes pas qualifiés pour donner un point de vue sur cette question de ces préalables. Mais nous considérons qu'étant donné nous sommes un état de droit démocratique et que les citoyens ont le droit de s'exprimer, d'exprimer leurs craintes, d'exprimer leurs opinions, des revendications, ceux qui en ont individuellement ou collectivement
peuvent toujours les préparer, les présenter, acquis des droits pour en discuter. Très bien. Alors, j'ai parlé avant-dernier point. On va parler sur justement votre point de vue. Vous avez lu, je pense qu'il y a de cela 2 semaines où les 9 ambassadeurs des pays européens différents ont adressé un courrier à la ministre de la Justice sollicitant des poursuites contre M. Justin Bitakwira pour son discours xénophobe après son passage à Bossolo Télévision. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Quel est votre point de vue? Alors, je voudrais d'abord rappeler que si vous allez sur le site web de la CAJ, vous trouverez nos statuts. Parmi les mots pour lesquels nous nous mobilisons davantage pour combattre, c'est notamment l'incitation à la haine tribale, à la haine raciste ou l'incitation à commettre de meurtres, bref, des infractions ou les incitations à pousser les gens à se révolter, à ne pas respecter l'autorité établie. Parce que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça. Nous avons lu la lettre de l'ambassadeur et j'ai reçu plusieurs personnes, soit physiquement ou les gens m'ont écrit. J'ai reçu aussi des délégations de jeunes des mouvements citoyens, notamment un mouvement citoyen congolais debout de ces jeunes qui ont demandé à la CAJ d'approfondir cette question sur la Convention de Vienne relative aux relations diplomatiques d'avril 1961. Parce qu'ils ont posé des questions de savoir si cette convention permettrait-elle à un ambassadeur accrédité dans un pays, comme dans le cas d'espèces, de s'adresser ou de donner des injonctions, ça sont leurs propres termes, à un ministre du gouvernement, un ministre sans passer par les ministres des Affaires étrangères. Je leur ai dit qu'il faut garder leur sang-froid. Et depuis lors, depuis 3 jours, la CAJ a déjà soumis la question à un groupe d'experts, de nos experts, qui sont en train d'opiner, de regarder dans la Convention de Vienne de 1961 pour relever ce que doivent être les droits et les devoirs d'un diplomate qui est accrédité dans un État, et puis nous dire si un ambassadeur, un diplomate peut s'adresser directement à un membre d'un gouvernement ou inviter un membre du gouvernement, parce qu'il y en a qui nous ont dit qu'ils constatent d'ailleurs de plus en plus que certains ambassadeurs organisent des fêtes ou des réceptions, ils invitent des ministres sans passer par les ministères des Affaires étrangères, qui est leur point de contact, c'est-à-dire leur passerelle d'attache. Et ils disent même que certains prennent des positions sans se tenir à l'obligation des réserves. Ah donc, ce travail-là est en train de se faire au niveau de notre groupe d'experts. Dans les jours à venir, nous allons publier un document et vous connaîtrez la position de la CAJ quant à ça. Alors, ce que nous devons éviter, c'est l'ingérence dans les affaires de l'État. Ah, bien sûr, toutes ces questions vont être analysées par les groupes d'experts de la CAJ et vous connaîtrez notre position. Et nous ferons, comme d'habitude, des recommandations aux uns et aux autres dans l'objectivité, parce que il faut que nous retenions que la Convention de Vienne fait partie aussi, comme tous les autres traités et conventions internationaux, font partie aujourd'hui de l'arsenal juridique congolais. Et donc, les questions ou les préoccupations qui m'ont été soumises, que ce soit par des individus ou les groupes de jeunes, vont dans le sens de savoir si l'état de droit, le respect de l'état de droit, de ces principes, doit s'appliquer seulement aux Congolais, ou ça peut aussi s'appliquer de manière spécifique aux étrangers qui sont sur notre territoire
en fonction des accords que la RDC a signés sur le plan international. Voilà la question fondamentale et nous allons essayer d'y répondre et des conclusions seront envoyées aux uns et aux autres. Alors, on va terminer avec le maître de Chéribin Okende, un député en exercice, est parti en plein législature. Ouais. Le député est parti. Il était porte-parole de l'ensemble de Moïse Katumbi, mais en même temps père d'une famille. Ouais. Il a été tué dans des circonstances qu'on ne peut pas accepter. Vous avez suivi depuis les débuts jusqu'à ce jour. Nous avons condamné. Quels sont les éléments que vous avez à votre possession et comment vous analysez cette situation? Pour une première fois, le gouvernement s'est montré quand même ouvert à collaborer avec quelques pays pour amener des enquêtes ensemble et à éclairer l'opinion par rapport à cette situation, notamment la Belgique, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Alors, quel est votre point de vue et comment vous analysez cette situation? Non, mais je voudrais d'abord commencer par réitérer notre condamnation ferme de cet assassinat ignoble contre quelqu'un que j'ai connu, avec lequel j'ai partagé beaucoup de moments, beaucoup de temps de partage sur le fonctionnement de notre pays, un défenseur de l'état de droit que j'ai connu. Et on nous l'a arraché comme ça, alors que la nation avait encore besoin de lui. Mais nous avons insisté pour dire que dans un état de droit, lorsque ce genre de faits se produisent, certes, ça provoque des chocs, de l'émotion. Mais nous devons aller au-delà de cette émotion. Pour faire quoi? Pour faire demander des comptes aux auteurs, aux commanditaires et aux complices de cet acte. Pourquoi? Parce que il faut rendre justice à celui qui est décédé, rendre justice à son épouse, à ses enfants, à la famille biologique tout entière, mais aussi à la famille professionnelle, sans oublier à l'ensemble de la nation congolaise, parce qu'on leur a retiré de manière brutale l'un de leurs. Et qui doit mener cette enquête? Nous avons des organes chargés de faire ce travail. C'est la justice. C'est comme ça que nous avons insisté pour que l'enquête soit crédible et exhaustive. Et nous avons aussi effectivement pris bonne note de la disposition du gouvernement à faire participer à la dite enquête interne par des enquêteurs étrangers, devant provenir des pays amis. Ce qui est déjà une bonne chose. Nous sommes en train d'observer parce que ce n'est pas à nous. Nous sommes dans un état où tout est organisé. Nous sommes dans une division de travail. C'est comme là, vous êtes professionnel des médias, vous êtes journaliste, vous avez votre travail. Moi, je suis avocat, défenseur des droits de l'homme, j'ai aussi les miens. Nous avons à côté de nous ceux à qui la loi, les lois que nous avons nous tous adoptées, leur reconnaissent les prérogatives de faire des recherches, des investigations pour dénicher ces auteurs, ces commanditaires. Donc, nos yeux sont tournés maintenant vers la justice et nous constatons que le parquet est en train de faire son travail ensemble avec la police nationale. C'est tout ce que nous attendons. Mais nous, de notre côté, la CAJ, nous avons lancé notre enquête citoyenne qui a comme focus, qui n'est pas à confondre avec ce que l'enquête étatique est en train de se faire, mais nous, c'est pour comprendre la manière dont nos services de sécurité, nos services de maintien de l'ordre, c'est-à-dire la police, ont pu gérer la situation de notre compatriote à partir du moment où la première annonce de sa disparition a été donnée publiquement. Nous, c'est pour comprendre si ces services, ces institutions ont eu à agir à temps. Avec quels moyens, quelles capacités, quels ont été les résultats. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler et nous remercions déjà
quelques acteurs étatiques et non étatiques qui se sont déjà prêtés à nos interviews, à nos entretiens, pour que nous puissions, dans les mois à venir, rendre public. Parce que nous avons, quand nous recherchons la sanction, c'est pour prévenir aussi, pour lancer un message et prendre des dispositions pour que cela ne puisse plus se répéter. Autant nous devons être capables de savoir que s'il y a eu, par exemple, des lacunes, des failles dans l'intervention qui a suivi l'alerte, il faudrait qu'on améliore. De sorte que demain, après-demain, si X et Y, on reçoit une alerte que tel est porté disparu et que vous ou moi, nous portons ça à la connaissance des services habilités, il faudrait qu'une réaction des recherches se mette directement en mouvement avec beaucoup de capacités nécessaires, mais aussi avec professionnalisme pour éventuellement empêcher que le pire ne puisse lui arriver. Parce qu'il est toujours possible, nous le constatons ailleurs, que lorsqu'on a ce genre d'alerte, les services sont mobilisés. Exactement. Et ils arrivent dans les maximums des cas à sauver les victimes et à empêcher que le pire ne puisse leur arriver. Très bien, ce qu'on appelle la politique préventive. Préventive, voilà. Pour éviter la politique des conséquences. N'attendez pas que les dangers arrivent. Voilà. Commencez à réfléchir. À réfléchir après. Non. La police n'a pas que ça comme mission et nos services de sécurité ont l'obligation d'anticiper. C'est la raison pour laquelle, même dans la lettre que vous avez évoquée sur la situation de la production, l'autonomie agroalimentaire, avec la cession ou l'autorisation de 11 000 hectares que vous avez évoqué, nous avons lancé aussi l'alerte au gouvernement pour dire, voilà, il faut lire ce qui se passe du côté de Congo-Brazza aussi sous un prisme d'une politique de contournement et d'encerclement avec comme objectif de venir créer une situation de domination économique, pourquoi pas. Et il faut que le gouvernement agisse. Très bien. Alors, votre dernier mot, peut-être pour aujourd'hui, avec cette provocation de plus du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Nous sommes très mobilisés depuis que cette situation se déroule à l'est de notre pays depuis plus de 20 ans, 25 ans. Et nous avons accompagné les différentes initiatives internationales, nationales. C'est dommage qu'au niveau national, en ce qui concerne le travail de lutte contre l'impunité par rapport aux crimes qui sont commis, des violations graves des droits de l'homme qui sont commises depuis cette période, depuis 25 ans, il n'y a pas eu assez d'action. Nous-mêmes, les organisations, la CAGE et d'autres amis, nous avons plusieurs fois fait des pas. Nous avons fait des démarches vers les ministres des Affaires étrangères. Nous avons fait vers le ministère de la Justice et d'autres pour les sensibiliser sur la nécessité de créer une dynamique interne, nationale, devant nous permettre non seulement de comptabiliser le nombre de cas de violation des droits de l'homme, comme le gouvernement l'a fait avec son livre, comment on appelle, livre blanc, je crois. Ouais. C'est pas suffisant. C'est pas ça que les victimes attendent. Les victimes attendent la documentation, certes, avec les livres blancs, mais il faut aller au-delà des enquêtes. L'identification des criminels, des auteurs, leurs complices, nationaux ou étrangers, mettre en place des mécanismes de justice pouvant permettre de faire rendre compte à ces gens. C'est ça que nous demandons. Nous ne demandons pas autre chose. Très bien. Mais pour le faire, vous savez, nous sommes des organisations citoyennes. Nous n'engageons pas l'État. Mais il faudrait que les acteurs étatiques qui ont en charge l'obligation de faire mettre en mouvement ce genre d'initiatives se prêtent aussi aux suggestions qui leur sont adressées par les organisations. Il ne faut pas qu'ils pensent que la gestion d'une crise comme celle-ci doit être l'affaire d'une seule personne.
ou d'un seul groupe étatique soit-il. C'est l'affaire de nous tous, alors il faut faire participer tout le monde, suivant les échelons. Et nous, ici, les organisations de défense des droits de l'homme, de lutte contre l'impunité, nous voudrons participer à l'échelon qui consiste à contribuer à la mise en place d'une dynamique de répression de ces crimes-là. Déjà, nous avons les documents livre blanc, mais on peut encore ajouter soit de travailler au niveau national, soit travailler avec les institutions internationales pour que les responsables de ces crimes, avec leurs complices congolais, qu'ils soient rwandais ou ougandais, puissent un jour être rattrapés par la justice. Et c'est faisable. Les rapports mapping nous a déjà permis, en proposant à notre gouvernement de mettre en place, par exemple, les chambres spécialisées mixtes. Il a donné les mécanismes. Voilà, aujourd'hui, nous avons la République centrafricaine qui met déjà à l'œuvre. D'ailleurs, le procureur qui est là-bas, qui auprès de cette cour spécialisée ou cour spéciale en Centrafrique, c'est notre compatriote qui est passé général Mutanzini, qui fait la fierté de tous les juristes congolais de la République démocratique. Pourquoi nous ne voulons pas mettre aussi en place ces mécanismes ici? Pourquoi ça traîne? Et là, je pose la question, je vais terminer par là. C'est une question que j'adresse au gouvernement à travers les ministres des Affaires étrangères et de la Justice. Pourquoi vous traînez en ce qui concerne la mise en place de chambres spécialisées mixtes qui doivent prendre en charge les poursuites contre les auteurs et complices des crimes commis depuis plus de 20 ans dans notre pays? Il faut qu'on nous réponde publiquement. Exactement. En une minute, vous avez lu Charles Onana? Je l'ai lu, j'ai beaucoup d'estime pour ses frères africains. Il a fait un travail important. Et je peux vous informer que nous sommes en train de travailler avec d'autres compatriotes. Et d'ailleurs, la CAGE, nous avions fait une déclaration publique pour lui adresser les félicitations et demander au gouvernement congolais de mettre en place des facilités devant au moins permettre la diffusion à travers tout notre territoire, à travers tous les Congolais, toutes les Congolaises, au moins cet ouvrage-là. Il faudrait que chacun de nous le lise. Et la CAGE, avec ses compatriotes, nous allons organiser un débat pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Parce que c'est un Camerounais qui a écrit sur la RDC. Mais nous, que faisons-nous? Allons-nous nous contenter tout simplement de lire ce qu'on a écrit ou qu'il y a d'autres initiatives que nous pouvons développer pour que les auteurs de ces crimes ne puissent jamais bénéficier ou jouir de l'impunité. Allez, merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. Je rappelle que vous êtes président de l'Association congolaise d'accès à la justice, ACAJ en sigle. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau des Bossolo Télévision. Avant de terminer, je vais lire quelques communiqués. Mouvement d'éveil patriotique debout congolais. La marche du mouvement qui était programmée pour ce samedi est reportée au samedi 13 août pour respecter la demande des autorités visant à surseoir toutes les manifestations jusqu'à la fin de jeu de la francophonie. Signé Pamphile Louyeye. Alors, dernier communiqué. L'université Loyola du Congo, faculté des sciences agronomiques et vétérinaires, vente des poussins de 10 jours et plus poussins vaccinés, de bonne qualité et à haute performance d'origine belge. Pour vos commandes, vous pouvez contacter le 082 83 181 45 à la fin ou carrément 097 133 522 puis 1 à la fin et un autre numéro plus 243 82 4450 à la fin, ou vous pouvez écrire sur adresse email production.fsav@loyola.cd. Poussin de chair rose c'est à 1,7 $, et poussin de ponte Issa Brown c'est $2. Lié de retrait Issam
Ils savent qui Mwenza, mission commune de Mongafula, entrée Bel Air ou venant de l'Unikin. Allez, ça n'est fini pour la première partie. Je disais merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc, on va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'émission. Nous allons recevoir Coach Miller qui est déjà là sur nos antennes. À tout à l'heure, juste après cette petite pause. À très bientôt.